Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous recevons Bérangère qui va nous parler de sa reconversion professionnelle où elle est passée de salariée d'une grande entreprise à professeure de yoga. Bonne écoute! Donc, merci Bérangère d'avoir accepté cette invitation du podcast Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous te recevons pour que tu nous racontes un peu ton parcours, comment tu as pu mener tes réflexions professionnelles qui t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes et puis tes projets. Et j'espère que du coup, ça pourra inspirer les auditeurs de Changer pour mieux sur un nouveau parcours professionnel et des nouvelles réflexions professionnelles. Ok, avec plaisir Sophie, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Je suis prof de yoga aujourd'hui, donc professeure de yoga à Caen, professeure de yoga aussi bien en présentiel qu'en ligne. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera, je vais essayer de développer l'aspect online, justement en ligne. Je suis à Caen depuis 3 ans, donc c'est ma 3e année à Caen. Et avant, j'étais professeure de yoga pendant 3 ans en région parisienne, à Suresnes. Et avant ça, en fait, j'ai fait toute une carrière dans la communication éditoriale pendant 10-15 ans. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez littéraire. En fait, j'ai fait Hippocagne, Cagne, ensuite j'ai fait une maîtrise d'anglais, j'ai fait aussi Sciences Po à Lille. Et au début, en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient quand j'étais jeune. J'ai par exemple tenté les concours des écoles de journalisme. Et voilà, j'ai passé plusieurs oraux, mais malheureusement, aux oraux, j'ai échoué parce que j'étais assez mal à l'aise, je pense, à l'oral. Je manquais de confiance en moi. Et puis peut-être que voilà, j'avais pas encore assez de maturité, je pense, pour faire ce métier. J'étais encore en licence d'anglais, je crois, quand je les ai passés, donc j'étais encore assez jeune. Après, à Sciences Po, j'ai découvert en fait tout ce qui est droit administratif. Ça m'a beaucoup intéressée. Bizarrement, je ne pensais pas que je serais intéressée par ça. Après Sciences Po, en fait, je me suis aussi posé la question de travailler aussi dans le droit administratif. Donc, j'ai passé un concours que malheureusement, j'ai échoué. Parce qu'en fait, après Sciences Po, j'ai mis un peu de temps à trouver du travail. Je pense déjà parce que je n'étais pas sûre exactement de ce que je voulais faire. Et peut-être que je n'étais pas assez spécialisée aussi, mais j'avais déjà fait suffisamment d'études, selon moi. J'avais envie de rentrer dans la vie active. Et j'ai commencé, en fait, un peu par hasard, par un petit boulot. C'était un petit boulot. C'était quand même assez important. Il y avait pas mal de responsabilités, puisque j'ai commencé par écrire les discours du maire de ma ville pendant 6 mois, parce que c'était à la fin de son mandat. Et ça m'a beaucoup plu. En fait, moi, j'ai toujours adoré écrire. Donc, et c'est aussi quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit que c'était pour moi. Voilà, j'ai toujours aimé ça et chercher le bon mot, organiser ma pensée. J'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, ce qui est un peu étonnant puisque maintenant j'ai un podcast, mais et comme quoi on évolue aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça et après, en fait, cette expérience de 6 mois qui m'a beaucoup apporté et qui m'a vraiment montré, je pense, que j'avais envie de continuer dans cette voie. J'ai quand même décidé de partir vivre en Argentine pendant 6 mois. Non, oui, au début, c'était 6 mois parce que j'avais envie d'une expérience à l'étranger que je n'avais pas pu avoir pendant mes études. Et finalement, cette expérience a duré 9 mois, oui, presque 9-10 mois. Et quand je suis rentrée, j'ai décidé justement de revenir à cet amour de l'écriture, donc cette envie de travailler dans l'écrit. Donc, en fait, j'ai fait plusieurs boulots en tant que rédactrice web, à la fois dans des agences de communication. Donc, je travaillais en freelance pour des agences de communication. J'ai aussi travaillé un moment chez Skyrock.
C'était aussi un remplacement de congé maternité, où là aussi j'écrivais des articles pour des sites de la radio, en fait. Il y avait un site qui s'appelait tasanté.com, et puis ça, c'était le site le plus important pour lequel j'écrivais, mais j'écrivais aussi pour d'autres petits sites de marques qui étaient gérés par Skyrock. Voilà, donc, plus tard dans ma carrière aussi, j'ai travaillé pour des entreprises aussi, une société qui travaillait dans les économies d'énergie. J'ai travaillé aussi pour un grand groupe, voilà. Et tout ça, ça m'a beaucoup plu, mais au bout d'un moment, je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, voilà. D'ailleurs, dans cette dernière expérience dans le grand groupe français, j'ai suivi un bilan de compétences, j'ai fait un bilan de compétences parce que voilà, je voyais que j'aimais toujours écrire et tout, mais j'arrivais au bout de quelque chose. Je n'avais pas envie d'évoluer comme responsable de communication. Donc moi, j'étais responsable éditoriale dans la communication, mais je n'avais pas envie d'aller plus dans la stratégie. Je pense que c'est parce que j'arrivais vraiment au bout. J'avais besoin d'un nouveau souffle, en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on m'a découvert en fait un problème de santé. C'est un méningiome, qui est une tumeur bénigne, mais qui était assez embêtante parce que ça nécessitait une opération, quoi. Il fallait la retirer. Et du coup, j'ai quitté cette entreprise-là. J'étais en arrêt maladie, le temps de l'opération et puis le temps de me remettre de cette opération. Et pendant tout ce temps de l'arrêt maladie, en fait, j'ai continué, je me suis remise plutôt à une pratique de yoga. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis restée dans ce grand groupe français pendant à peu près 2-3 ans. Et pendant tout ce temps-là, en fait, j'étais très assidue aux cours de yoga qui étaient dispensés au sein de l'entreprise. Il y en avait 3 fois par semaine. Le yoga, c'était une pratique que j'avais découvert 10 ans avant. Donc que je n'ai pas toujours suivi de manière très assidue, justement, très régulière. Mais là, vraiment, depuis, c'était entre 2015 et 2018, par là, j'ai vraiment fait énormément de yoga parce que ça me faisait beaucoup de bien. C'était une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'allais avec enthousiasme au travail, parce qu'à ce moment-là, déjà, je me sentais plus à ma place dans mon travail. Quand j'étais en arrêt maladie, donc j'ai repris ma pratique de yoga et j'ai vu comme ça me faisait du bien. Déjà avant ça, les professeurs dans ce grand groupe français m'avaient suggéré de me former pour être prof. Et c'était la première fois que cette idée était suggérée. Jamais j'y aurais pensé moi-même, je pense. Et du coup, quand j'ai pratiqué beaucoup pour moi après l'opération, cette idée m'est revenue en tête et je me suis dit, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas prof de yoga ? En plus, je ne pouvais pas reprendre mon poste parce qu'à la suite de l'opération, j'avais eu un problème aux yeux, en fait. Il y avait un nerf optique qui avait été touché et du coup, je voyais double. On a fait, en fait, avec mon employeur, un licenciement pour inaptitude. Et moi, du coup, j'ai décidé de me former pour devenir professeure de yoga. Donc, du coup, merci d'avoir expliqué tout ce cheminement. On voit dans ton parcours professionnel plein de rebondissements. On voit aussi finalement une appétence au départ pour l'écriture et puis finalement les travaux que tu as, les missions que tu as trouvées, répondaient à ce besoin d'écriture. Finalement, tu as réussi à trouver là-dedans. Puis ce travail dans le grand groupe. Alors, excuse-moi, j'ai plus retenu ce que tu faisais dans le grand groupe comme métier, comme mission. C'est vrai que je ne l'ai pas explicité. En fait, j'étais en mission chez Total. J'étais rédactrice en chef du magazine qui était distribué tous les mois aux exploitants de stations-service en France. Ah oui, donc toujours dans l'écriture, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'était pas moi qui écrivais tous les articles. Oui. Parfois, ça arrivait que j'en écrive, mais je n'avais pas le temps, en fait, puisque je chapeautais tout ça en lien aussi avec une agence de communication. Donc, moi, j'étais plutôt justement
dans, dans l'étape d'après, oui, je chapeautais tout, j'avais plus un regard, voilà. Éditorial, quoi. Oui, c'est ça. Ça me plaisait bien, mais c'est vrai que je faisais plus d'écriture à ce moment-là. Il se trouve aussi que quelques années avant, je ne sais pas si c'est intéressant pour les auditeurs, mais j'ai aussi écrit un livre, du coup, comme j'adore lire. En fait, j'ai commencé l'écriture d'un roman en 2012 que j'ai réussi à publier en 2016. Donc voilà, ça c'était chouette quand même parce que j'ai pu voilà, j'ai réussi en fait à aller jusqu'au bout d'un projet comme ça qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que maintenant souvent on me demande est-ce que à quand le deuxième roman? Enfin, non, je dis souvent. C'est plutôt on me le demandait à quelques temps après la publication du premier. Mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de passer à autre chose en fait. C'est comme si j'avais voulu mener à bien ce projet. Et puis maintenant, oui, j'ai évolué en fait. Tu vois, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, je suis très heureuse d'avoir lancé un podcast depuis le début de l'année 2025. Et maintenant aussi, je m'exprime autrement, tu vois. Moi, je pense que j'ai un côté assez artistique en moi, où j'ai besoin de m'exprimer d'une certaine manière. Mais par exemple, je suis assez branchée dessin aussi maintenant. Voilà, j'ai évolué et maintenant, c'est vrai que le métier de prof de yoga me permet aussi d'exprimer ma créativité, en fait. Par exemple, dans la création des séances de yoga, tu vois. Moi, je fonctionne en fait par thème mensuel. Donc, les élèves, généralement, qui viennent savent que voilà, tous les mois, ils ont des thématiques différentes. Et puis, au sein de ces thématiques mensuelles, ils ont des cours aussi qui changent. Et ça, j'aime beaucoup, voilà, réfléchir vraiment pour l'année à une évolution pour les élèves, voilà, une progression et leur faire découvrir aussi tous les aspects du yoga, qui est une pratique très riche. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est finalement cet aspect, ça peut sembler très éclectique, finalement, tes missions, mais il y a cette ligne directrice, en effet, de la créativité, où au départ, ce que tu aimes, c'est écrire. Tu as des missions dans l'écriture, et puis tu écris un livre. Après, tu te passionnes pour le yoga, finalement, on se dit, c'est un peu loin de la créativité, mais toi, en fait, si tu trouves ton compte en créativité dans la création des séances de yoga, et c'est vrai que dans les métiers même de l'enseignement, de la formation, il y a ce côté créatif où on doit sans cesse renouveler les méthodes pédagogiques et puis voilà les éléments qu'on va fournir aux apprenants. Donc, il y a quand même une ligne directrice sur cette partie artistique, créativité. Et ça me fait penser à une question, du coup, dans ton bilan de compétences que tu as fait, est-ce que ça s'était ressorti, ce besoin de création, ce besoin artistique ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui, mais en fait, ce dont je me souviens surtout, parce que ça remonte quand même c'était en 2018, je crois, donc c'était un petit moment. Mais ce qui m'avait étonnée, c'est que, en fait, j'avais très peur de l'entrepreneuriat. Donc, c'était ressorti de mon bilan de compétences parce que, oui, toutes les questions, en fait, sur l'entrepreneuriat, je disais non, non, non. Parce que je voyais l'entrepreneuriat que comme quelque chose qui nécessitait en fait un gros apport financier au début en fait. Et ça me faisait très peur voilà, de quitter déjà un CDI et puis en plus de devoir mettre de l'argent à la base parce que ce qui était ressorti, par exemple, à ce moment-là du bilan de compétences, c'était peut-être que j'aurais pu ouvrir une librairie, vu que j'adore les livres et tout, j'adore écrire, voilà. Mais moi, ça me stressait énormément parce que je ne voyais pas comment je pouvais mettre beaucoup d'argent au départ. Donc voilà, j'avais mis cette idée de côté. Mais c'est vrai que oui, la créativité, comme tu dis, pour rebondir dessus aussi, c'est vrai que c'est important dans mon parcours. Et puis aujourd'hui, au-delà du fait de créer mes séances de yoga, je suis créative aussi dans toute la partie communication qui est très importante quand on est à son compte, qui représente peut-être presque 50% en fait de l'activité.
Et voilà, le fait d'être présente sur les réseaux sociaux, d'écrire des newsletters, ça nécessite, je pense, d'être assez créative. Donc voilà, c'est aussi une des façons que j'ai d'exprimer ma créativité. Et je voulais aussi d'ailleurs parler, peut-être que tu y serais venue, mais de l'aspect plus en ligne maintenant de mon métier, parce que donc je suis prof de yoga donc en présentiel et c'est très important pour moi le contact avec les élèves et tout. Mais j'ai aussi envie de développer une partie plus en ligne pour toucher plus de personnes. Alors je donne des cours en ligne, mais ça reste voilà assez modeste. Mais c'est vrai que voilà, comme je le disais, j'ai envie de toucher plus de monde et j'ai pensé depuis quelques mois à créer un programme en ligne que je vais lancer en septembre. Où là, justement, ça demande aussi beaucoup de créativité, aussi de bâtir tous les modules et tout, parce que là, ça va être un gros programme en 6 modules, donc 6 semaines d'accompagnement. Et donc, j'ai dû beaucoup réfléchir donc à la conception de ce programme que je veux aussi qu'il soit le plus pédagogique possible et qui amène les élèves vers le plus de progression, mais de façon toujours douce voilà, et bienveillante. Oui, mais c'est ça aussi, se dire, tu vois, déjà, passer du statut de salarié CDI à ce statut d'entrepreneur, qu'est-ce qui a fait finalement que tu as sauté le pas et qu'est-ce qui a pu te rassurer? Et puis après, ma deuxième question, dans un second temps, c'est se dire, voilà, tu as ton activité de yoga, comment tu fais pour te fixer des objectifs, se dire, là, en septembre, je vais faire ce lancement. Comment tu te fais accompagner? Est-ce que tu te formes là pour créer une formation en ligne? Est-ce que tu t'es formé, etc. Du coup, voilà, comment tu gères tout ça? Déjà, comment tu as fait le point de bascule? Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, sauter le pas? Et puis, malgré tes craintes? Et puis après, voilà, comment tu gères au quotidien ces aspects de je veux me lancer, je veux faire une création de formation en ligne, je ne sais pas forcément tout faire, voilà, comment je m'outille pour bien faire les choses. Ouais, super intéressante comme question. D'abord, la première question, donc comment je suis passée du salariat à l'auto-entrepreneuriat. En fait, l'auto-entrepreneuriat, ça m'a rassurée déjà parce que effectivement, j'avais pas de fonds à mettre. Voilà, ça me rassurait. Il se trouve aussi que grâce au licenciement pour inaptitude, grâce à ça, entre guillemets, j'ai bénéficié du chômage. Je crois que j'en ai bénéficié pendant 2 ans. Ce qui est bien, c'est que, en fait, je me suis lancée très vite, juste le lendemain du dernier jour de ma formation de yoga. En fait, je m'étais lancée parce que, en fait, j'ai eu la chance d'être en maison quand j'étais en région parisienne et voilà, de pouvoir aménager mon sous-sol en tant que petite pièce de yoga. Et donc, voilà, dès le lendemain de la fin de ma formation, je me suis lancée. Donc, le fait de pouvoir aménager une petite pièce chez moi, ça m'a permis aussi de ne pas avoir à louer d'espace, tu vois, pour enseigner, ce qui aurait représenté des frais. Donc voilà, et puis le fait de gagner ma vie, je ne vais pas gagner ma vie tout de suite, mais en tout cas de pouvoir gagner un petit peu d'argent, chaque fois, ça prolongeait la durée du chômage. Donc ça, c'était bien, ça m'a lancé, ça m'a permis de faire durer un petit peu ça. C'est juste que j'ai eu un nouveau challenge ensuite parce que quand je me suis lancée en tant que prof de yoga à Caen, 3 ans après, il se trouve que j'avais plus du tout de chômage et que j'ai dû tout recommencer quasiment de zéro parce que voilà, j'ai dû trouver des nouveaux élèves. Et ça, c'était un peu plus stressant, voilà. Et puis, c'était pas évident parce qu'à Caen, il y avait déjà beaucoup de profs de yoga, ce qui n'était pas le cas, bizarrement, en région parisienne, là où j'étais à Suresnes. Bref, mais en tout cas, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est finalement l'idée que tu te faisais de l'entrepreneuriat au départ, c'était
nécessité d'investir, en plus avec un statut particulier. Alors, je ne sais pas si les libraires sont considérés comme des commerçants, mais voilà, en fait, ça reste quand même du commerce de livres, même si c'est un statut particulier, les librairies, mais avec un investissement conséquent, un statut particulier, etc. Et donc, le fait là d'avoir cette possibilité finalement de l'auto-entreprise avec une création très facile, pas de fonds à mettre au départ, une possibilité de se débrouiller un peu pour lancer son activité sans avoir à investir, donc grâce à l'aménagement de ton sous-sol. Donc finalement, ce qui rentre, c'est que du plus, il n'y a aucune charge. Si ça rentre pas, c'est pas de bol, mais bon, voilà. Exactement. C'est ça qui t'a permis de te rassurer, quoi. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et puis le fait d'avoir un petit peu de chômage aussi, tu vois, derrière et tout pour le lancement de mon activité. On dit que France Travail est le premier financeur de la création d'entreprises. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec, grâce aux aides de France Travail, enfin à leur chômage en fait. Hein. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup. C'est ça, pendant 2 ans, on est un peu tranquille et on peut monter tout doucement son activité, se faire connaître. Mais en effet, c'est une prise de risque d'être parti du coup à Caen, parce que ton activité est très, comme en plus c'était du présentiel à l'époque. Après en distanciel, c'est vrai que c'est moins, en online du coup c'est moins le cas, mais en présentiel, ça veut dire oui, tu repars complètement de zéro, presque de zéro, parce que tu avais quand même après tes programmes, etc., ta communication, mais comment tu as fait du coup pour te faire connaître à Caen? Et puis je reviendrai sur ma question de la montée en compétences. Oui. Du coup, comment tu as fait à Caen, alors ce qui a beaucoup aidé, ce sont les flyers chez les commerçants en fait. Je pense que c'est au début ce qui m'a amené le plus d'élèves. Et puis après, il y a tout l'aspect SEO, donc le fait le référencement naturel de mon site, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et ça marche encore bien le SEO, notamment parce que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de professeurs de yoga prénatal à Caen. Donc, généralement, les personnes qui viennent en yoga prénatal me voir me trouvent via mon site. Mais vraiment, les flyers, ça a beaucoup aidé. Puis après, tout ce qui est message post dans les groupes Facebook de quartier aussi, parce que le yoga... ça reste quelque chose de proximité, quoi. Les gens, généralement, ils aiment aller à un cours de yoga quand c'est près de chez eux ou près de leur travail. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça, en fait, sur cet aspect-là de proximité. Ok. Et du coup, pour en revenir sur la montée en compétences, c'est vrai que tu parles en plus de flyers, tu parles de SEO, tu parles de formation en ligne. Comment tu fais pour être au niveau des compétences? Tu es toute seule, tu n'as pas d'équipe. Non. Comment tu fais quand tu dois acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que des fois, tu sous-traites certaines choses? Est-ce que tu te formes? Comment ça se passe? Alors, comme j'ai longtemps travaillé dans la communication, du coup, la communication éditoriale, mais la communication quand même, j'ai, par exemple, un de mes derniers emplois, j'étais au sein d'un service de communication, donc dans une entreprise qui œuvrait pour les économies d'énergie. Et je pense que ça m'a pas mal appris de choses, sur la communication en général. C'est vrai que je sous-traite rien aussi pour un aspect financier. Je n'ai pas encore, je ne peux pas me permettre de déléguer encore. Donc c'est vrai que je fais tout moi-même. Je me suis formée, oui, à plusieurs choses de communication. Au SEO, j'avais suivi j'ai suivi une formation en SEO. Une formation en personal branding aussi, une formation aussi, une petite formation de podcast. Donc ça, en fait, tout ce que je cite, c'est la possibilité en fait pour les auto-entrepreneurs de suivre 2 jours de formation par mois qui sont dispensés à travers alors je sais pas comment ça s'appelle, toi tu sauras peut-être, tu sais, moi c'est le FIFPL, l'organisme de formation auquel on cotise chaque mois quand on paye nos cotisations sociales à l'URSSAF. Et bien grâce à ça, en fait, grâce à tous les mois, il faut savoir qu'on paye un petit peu d'argent pour le droit à la formation. Et donc chaque année, normalement, on a le droit à 2 journées de formation. Alors là, dans mon organisme de formation à moi, c'est en train de changer à partir de septembre. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Sophie, mais moi, à partir de septembre, les journées ne seront pas prises en compte
en totalité, il faudra mettre 50 € de notre poche pour chaque journée de formation. Mais en tout cas, j'en ai profité depuis que je suis à Caen, parce qu'avant, je ne savais pas que ça existait. C'est juste quelqu'un, une élève, je crois, qui m'a dit ça, mais sinon, voilà, je serais passée totalement à côté. Donc ça, voilà, j'ai aussi acheté des formations en ligne aussi. Et puis, c'est ça, j'avance en fait un peu en tâtonnant, en regardant ce qui se fait ailleurs, voilà, en écoutant beaucoup justement d'épisodes de podcast aussi, parce qu'il y a beaucoup de contenu gratuit qui est disponible voilà, sur Internet. Voilà, c'est comme ça en gros. Mais c'est vrai que oui, le financement de la formation, parce que c'est vrai que des fois on se dit, bon, on ne peut pas investir beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des cotisations, elles ne servent pas forcément à rien. Hein, et il y a notamment le financement de la formation professionnelle. Alors quand on est en auto-entrepreneur, en effet, c'est l'organisme que tu cites. Quand on est sur d'autres statuts, on cotise aussi. Alors moi, je suis en SASU, par exemple, en SAS, unipersonnel, et donc on cotise auprès d'un OPCO. Voilà. Donc, mais c'est pareil, on a une prise en charge des formations. Alors parfois, il y a un reste à charge, mais parfois il y en a pas. Donc, faut demander en fait à l'OPCO ou à l'organisme s'il y a un reste à charge. Puis bon, 50 € par jour pour une journée de formation, ça va. Je pense que oui, ça va. C'est quand même accessible. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en effet, quand on ne peut pas déléguer, sous-traiter, à se former pour faire les choses de façon la plus efficace possible. Même si je pense qu'aussi, au bout d'un moment, on est aussi limité en termes de temps, donc il faut parfois aussi arriver à sous-traiter. Mais déjà, en effet, se faire former. Et puis, donc, en ressources, je mettrais en ressources quand même une ressource qui, je pense, m'a aidé moi aussi. C'est The Bee Boost. Et oui. je peux pas, j'ai business. Et donc, les formations de The Bee Boost et d'Aline Bartoli. Du coup, parce que c'est vrai que ce sont des choses généralement assez accessibles, pas prises en charge pour le coup par les OPCO ou par le FIP, je ne sais plus le titre là. Ah oui, FIPL. Voilà, mais bon, qui sont accessibles et qui aident beaucoup, oui, quand on veut faire les choses correctement. Et puis parfois, on a aussi des formations subventionnées. Là, il y a une campagne l'année dernière financée par BPI France. Ah justement, j'en ai profité aussi, je ne l'ai pas cité, mais oui. Et donc, alors, tu as fait laquelle, toi, de formation? Celle sur les réseaux sociaux, c'était Instagram et LinkedIn. Ouais, c'est ça, pareil, j'ai fait la même. Donc, il ne faut pas hésiter à être un peu ouvert parce qu'il y a des formations de très bonne qualité qui ne coûtent pas rien, mais qui coûtent rien à votre entreprise, mais qui ne coûtent pas rien. En fait, elles sont financées par d'autres fonds. Là, c'était les BPI France qui finançaient. C'est vrai que c'était très qualitatif, quoi. Je ne sais pas si ça t'a aidé. Oui, c'est vrai, c'était bien. Bon, je partais pas de zéro, mais parce que oui, en fait, je parlais du contenu gratuit aussi. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, il suffit un peu de chercher, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent du contenu gratuit. Et tu citais Aline Bartoli, et par exemple, dans ses podcasts, moi, je suis remontée assez loin parce qu'elle a lancé, je crois, en 2019 ou 2020. Mais par exemple, il y a des épisodes qui expliquent comment lancer sa formation, comment la construire et tout ça. Et c'est du contenu très intéressant aussi. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, là, actuellement, tu es donc prof de yoga. Déjà, une chose importante pour moi, c'est le soutien de la famille, du compagnon, des parents aussi, parfois le regard des parents, etc. Comment tu l'as vécu ça? Est-ce que tu as été soutenue ou est-ce que tu étais seule dans ton projet et est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a freiné? Alors, j'ai été très soutenue par mon mari, qui lui d'ailleurs s'est lancé quelques mois après aussi comme auto-entrepreneur. Donc, on est tous les deux auto-entrepreneurs. Lui, oui, comme il partage la même chose, maintenant il me soutient beaucoup. En fait, oui, ma famille aussi m'a soutenue. Mes deux sœurs aussi sont à leur compte. Ma mère aussi. Donc, voilà, je pense qu'elle comprenait. Même si au début, je pense que mes parents, en fait, étaient très fiers de moi dans les premiers boulots, dans les boulots que je faisais, notamment quand j'ai écrit les discours du maire et tout, ils étaient très fiers. Et puis après, voilà, quand j'étais responsable éditoriale, et
Et je pense qu'au début, ils trouvaient ça un peu particulier de lâcher, même si bon, c'était à la suite d'un problème de santé, mais je ne sais pas honnêtement si j'aurais eu le courage de quitter comme ça si j'avais pas eu ce problème de santé. Vraiment, quoi, je sais pas, tu vois. C'est une question que je me pose. Donc, mais parfois, je me dis aussi que la vie est bien faite, tu vois, et que même si c'était vraiment, je ne conseille à personne de traverser une épreuve comme ça, mais ça a aussi amené des choses positives. Sinon, en fait, quand on est auto-entrepreneur, on est quand même assez solitaire. Et justement, j'ai créé des groupes, en fait, par exemple, avec des profs de yoga, j'ai un petit groupe de soutien où on suit les mêmes formateurs de yoga. Et donc, on a un groupe WhatsApp pour s'entraider. On fait des réunions Zoom régulièrement. On se pose des questions aussi. Donc ça, c'est chouette. Je trouve que c'est important de ne pas être seul. Puis nous, c'est connu aussi parce que j'avais lancé un petit groupe WhatsApp aussi d'entraide de podcasteurs. Donc j'essaie de faire de lancer des initiatives comme ça pour se soutenir parce que je trouve que c'est vraiment important dans ce genre de métier. Oui, d'avoir un collectif quand même. Voilà. Oui, parce que pendant assez longtemps, je me suis sentie seule quand j'ai lancé mon activité, quand j'étais à Suresnes, en région parisienne. Ouais, pendant les premières années, vraiment, je me sentais, oui, un peu seule. Donc, je suis contente maintenant d'avoir des gens qui m'entourent. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux auditeurs qui seraient en réflexion voilà, qui en ont marre, par exemple, de leur vie professionnelle, qui réfléchissent? Est-ce que tu as un conseil? Je pense que justement, le type de podcast que tu crées, ou toutes les ressources voilà, qu'on peut trouver, je pense que c'est vraiment intéressant d'écouter ce type de ressources pour se poser des questions. Ouais, alors moi, tu vois, je ne conseillerais pas forcément un bilan de compétences parce que moi, ça ne m'a pas forcément aidé. Mais en même temps, mon mari, il est coach professionnel et je vois qu'il aide beaucoup les gens, tu vois. Donc, je sais qu'il y a plein de programmes qui existent aussi au sein des entreprises. Donc, mon mari travaille par exemple pour plusieurs sociétés, tu vois, qui créent des programmes d'accompagnement et qui aident justement les salariés à rentrer dans une démarche, c'est ça, de réflexion. Moi, je conseillerais donc de se lancer vraiment dans une démarche de réflexion, de pas, peut-être pas tout quitter d'un coup, mais vraiment voir. Réfléchir. Ouais. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Dernière question avant de te laisser. Est-ce que tu as un ouvrage de référence, un livre que tu conseillerais aux auditeurs? Oui, alors c'est un livre de yoga. J'ai réfléchi pendant un instant, pendant un moment, je me suis dit est-ce que je propose un livre de yoga ou pas? Mais je vais quand même en proposer un. Ça s'appelle L'Arbre du yoga de BKS Iyengar. Alors Iyengar, c'est un maître indien du yoga qui a vécu au XXe siècle et qui a vraiment œuvré à faire connaître le yoga dans le monde, mais surtout en Occident. Et il a écrit plusieurs livres, pas mal de livres d'ailleurs, dont celui-ci, L'Arbre du yoga, qui est le plus accessible. En fait, c'est une compilation de conférences qu'il a données dans les années 80. Et donc, où il parle du yoga. Et j'aime beaucoup ce livre parce que je le trouve très facile d'accès, notamment grâce à son style oral. Puisque ce sont à la base des conférences. Et puis, Iyengar utilise beaucoup de métaphores aussi, justement la métaphore de l'arbre du yoga, pour expliquer ce qu'est le yoga, comment l'aborder. Voilà, il parle beaucoup du lien entre corps, esprit, âme, souffle. C'est vraiment pour moi presque un livre de chevet. J'aime beaucoup en lire des extraits quand je fais des relaxations au yoga, pendant mes séances de yoga. Voilà, donc si vous voulez découvrir un petit peu plus le yoga, je vous conseille vraiment ce livre qui est très simple et très profond. Bon, écoute, merci beaucoup de ce témoignage. J'espère qu'il aura inspiré du coup les auditeurs de changer pour mieux. Ça permet de découvrir un autre parcours professionnel. Merci pour ta venue. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré, aidé à comprendre comment est-ce qu'on passe d'un poste de salarié d'un grand groupe à un poste de solopreneur en yoga. Et j'espère qu'il vous aidera à mener votre réflexion professionnelle.